Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Comme dit le proverbe, jamais 203, on a passé les deux derniers épisodes en tête-à-tête et du coup, il fallait le troisième pour boucler la série. Ce soir, je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko, salut à tous. Osvaldo, mon petit doigt me dit que après ton week-end très chargé, comme tu l'avais annoncé le week-end passé, t'as pas pu complètement récupérer, mais on espère un peu quand même. Non, j'ai pu récupérer. Maintenant, l'avantage dans ces moments-là, c'est que quand on a la chance de pouvoir commenter un match dans dans une antre comme celle du Kiboun Park de Saint-Gall samedi, c'est des souvenirs qui restent à vie et on est quand même un peu porté et transporté par l'ambiance malgré la concentration qu'on doit garder sur le match. Donc, ça a été entre le commentaire au Kiboun Park et puis mon deuxième match commenté en direct de Xamax de ma vie finalement dimanche. Je profite de remercier d'ailleurs Johan Colo pour avoir pris la majorité du commentaire en live, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais assumé un truc pareil quelques heures après Saint-Gall. Ça a été un week-end rempli d'émotions et de plaisir. Du coup, on t'a concocté, enfin, on s'est concocté un programme tout en douceur ce soir, Osvaldo, pour te permettre C'est trop sympa. de te remettre dans le rythme. On va se contenter de débriefer le match d'hier contre le Stade Lionel Maladresse, donc hier 16 mars 2025. Et puis, comme on n'a pas de prochain match à briefer cette semaine, puisque le prochain match aura lieu la semaine d'après, eh bien, on vous a concocté une petite rubrique de match de légende. On vous en dit pas plus pour l'instant. Voilà, Osvaldo, t'es chaud, on y va. Yes, Alors, ce week-end, c'était la 26e journée de Dietite Challenge League. Et puis, pour la deuxième fois consécutive à la Maladière, bien entendu, nous accueillons le Stade Lyonnais un dimanche après-midi. Alors, avant de parler du match à part entière, Osvaldo, on va quand même mentionner le joli succès populaire hein, hier soir. Une Maladière, on va dire, relativement bien garnie par rapport au standard qu'on a pu avoir cette saison, avec un peu plus de 4000 personnes qui sont venus à la Maladière. Alors, les Kids Day ont aidé, hein, ils annonçaient le club effectivement qu'il allait y avoir beaucoup d'enfants et c'était le cas. Lors du Kids Day, les enfants bénéficiaient de la gratuité, mais ça fait quand même plaisir de voir ces ambiances de dimanche après-midi au mois de mars, Osvaldo. totalement. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir aussi voir que ben, le dimanche après-midi aide à faire venir des enfants. Je pense que c'était aussi, de ce point de vue, la calculé de la part du club parce que je me remets, moi, dans la peau d'un enfant de moins de 16 ans. J'avais des heures de coucher assez fixes, même le week-end. Et c'est beaucoup plus facile, évidemment, de faire venir les enfants de cet âge-là le dimanche à 14h15 plutôt que le vendredi à 8h15, et particulièrement à une période où il fait encore assez froid le soir. Donc je pense que c'était assez intelligent de la part du club de ce point de vue-là. Effectivement, et je pense qu'on n'a pas été les seuls à apprécier. Je fais là un petit clin d'œil à notre ami Jean-Paul Picci, journaliste sur RTN. Il a fait un très bel article écrit sur le site de RTN, mais aussi avec un commentaire audio que vous pouvez écouter. Allez voir, ça vaut la peine. C'est un beau cri du cœur de la part de Jean-Paul Picci, hein. Et nous, à Xamcast, on est totalement d'accord avec ça et on espère que, voilà, on verra plus souvent des matchs le week-end, hein. Jean-Paul mentionnait le dimanche, mais je pense que le samedi, ça fait aussi partie de cette tradition de football d'avoir des matchs le samedi ou le dimanche. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait lui faire. Alors au-delà de ça, il y avait quand même un match hein, qui s'est disputé et puis c'était la fête dans les tribunes, mais ça a aussi été la fête sur le terrain avec une belle victoire 4-0 contre le Stade Lyonnais. Osvaldo, on commence comme d'habitude par les réactions de nos auditeurs. Alors, on a Lucas qui nous dit victoire plus blanchissage, ça fait du bien. Thomas qui nous dit enfin un bon match de Xamax.
Serge qui nous dit enfin une maladie vivante et quel spectacle. Bravo pour le débrief d'après-match, trop la classe. On reviendra sur ce point-là en fin de rubrique de débriefing si tu le veux bien, Osvaldo. Avec Et plaisir. puis Loris qui nous dit pas de but encaissé après l'ouverture du score et au-delà de la 85e minute égale victoire avec un petit smiley qui fait la fête. Tim qui nous dit match parfait, rien à dire. Karine, ça met mon chéri de très bonne humeur. Alors je confirme, puisque je suis le chéri en question, j'étais de très bonne humeur Ah, après ce match. j'adore. Je souris aussi Osvaldo parce que tu la connais, mon ami, donc voilà, Ah c'est le oui, double anecdote, ça me fait toujours rire quand on connaît les gens. c'est clair. On a Luigi qui nous dit quel pied ça fait du bien avec la bouteille de champagne qui s'ouvre comme smiley. Et puis on a Mathieu qui nous dit un miracle du Seigneur avec un smiley qui sourit et un smiley de flamme. Voilà, c'était pour les réactions. Alors, on constate quand même des gens plutôt heureux de ce qui s'est passé. Et puis, de manière générale, Osvaldo, on peut sans autre le dire, c'est une victoire qui souffrait aucune discussion hier de Neuchâtel Xamax à la Maladière. Non, c'est certain que dès les premières minutes, on a senti que Xamax a pris ce match au sérieux. Et on l'a dit finalement dans le débrief, hein, je l'ai dit notamment dans le débrief d'après-match à chaud hier, c'est que pour moi, c'est pas parce que Nyon était dans la situation dans laquelle ils étaient que c'était naturel que Xamax prenne ce match-là autant par le bon bout. Parce que on a eu des équipes enfin, qui se sont démontrés assez faibles dans le jeu et assez mal en point, qui se sont déjà présentés à la Maladière cette saison, sans qu'on démontre une telle maîtrise dès les premières minutes. Et ça, je pense que c'est mérite au sérieux des joueurs neuchâtelois qui ont parfaitement compris l'importance de ce match. Chafouz avait gagné la veille. Si Nyon revenait sur nous, il revenait en tant que statut de dernier de la classe et la barre se retrouvait à 4 points. Donc, mérite de ce point de vue-là aux Neuchâtelois pour le sérieux qu'ils ont mis dans ce match dès les premières minutes. Oui, tu le disais, les premières minutes ont été totalement à l'avantage de Xamax. On voyait en tout cas, sans que ce soit une domination écrasante, que Neuchâtel Xamax était bien plus en jambes que le Stade Lyonnais. Et puis, on n'a pas trop tardé, disons, avant de voir l'ouverture du score qui est arrivée à la 11e minute. Alors, avant de saluer la finition de l'Iridon Moulay, sans aucun doute l'homme du match, on va d'abord saluer le très très beau travail de Fatkich avec une passe millimétrée pour lancer Moulay sur le côté gauche, Osvaldo. Oui, oui, une magnifique passe de Fatkich qui démontre à ce titre et par ce genre d'ouverture-là sa qualité technique. Et puis après, eh ben, on a finalement la bonne prise de risque de l'Iridon Moulay, même si on l'a dit aux commentaires avec Johan Colo hier. Bon, il y a déjà sur cette action-là une certaine passivité de la défense lyonnaise où Moulay se met beaucoup trop facilement en position. Maintenant, je reviens, et ça va être la ligne de ce débrief. Il n'y a pas souvent eu, malgré une ouverture assez simple et puis même une possibilité assez simple de frappe, il y a pas toujours eu cette saison, cette spontanéité qu'a démontré Moulay sur cette action. Et de ce point de vue-là, c'est aussi son mérite à lui de voir l'ouverture et de frapper au but. On les a trop souvent critiqués quand il n'y avait pas assez de prise de risque, pas assez de frappe dans la zone décisive pour saluer la prise de risque quand elle intervient. Donc, et l'initiative, puisque la prise de risque, quand elle intervient, parce qu'il y a eu une belle ouverture pour frapper, mais il fait un magnifique solo ensuite sur son côté gauche. Et il va placer cette frappe forte à terre au ras du poteau. Ouais, alors on peut effectivement mettre le doigt sur la passivité de la défense lyonnaise, mais si on analyse un petit peu plus en profondeur, Osvaldo, ce 1-0, c'est pas une action très facile à défendre. Pourquoi? Parce que on peut peut-être critiquer le placement un tout petit peu large au début de l'action, avec Moulay qui se retrouve bien 15-20 mètres derrière
son défenseur direct, hein, c'était Gilles Richard qui a passé une bien mauvaise après-midi hier. Donc là, il est large au début, mais ensuite Moulay, il contrôle le ballon, il remonte, et on sait que Moulay, il a des qualités dans cette zone-là. Et pour Richard, ben c'est pas facile à intervenir parce qu'on sent qu'il hésite à faire une intervention franche, mais avec le risque de se faire dribbler. Donc il préfère accompagner Moulay, le suivre pour essayer de le mettre en zone moins dangereuse, ou alors de permettre à un de ses coéquipiers, lui, d'intervenir. Parce que s'il passe, Moulay, ben, tout de suite, ben, c'est presque le 1 contre 1 contre le gardien. Mais Moulay repique au centre, il attend, il temporise. Et puis ensuite, il y a Sylvestre Braque qui arrive, mais qui lui aussi se fait passer. Et ensuite, Moulay, dès qu'il a 50 centimètres d'ouverture par rapport aux deux défenseurs, c'est vraiment ça, à mon avis, il n'y a pas beaucoup plus. Il arme sa frappe cratère sèche. Donc oui, sur le début de l'action, très très large, mais après, moi je trouve qu'on peut surtout saluer le travail de Moulay. C'est pas facile d'intervenir sur des actions comme ça, parce que, ben, comme je disais, soit tu prends le risque d'intervenir, mais tu te fais passer, et puis là c'est tout de suite dangereux, ou alors tu accompagnes, tu accompagnes, tu accompagnes, mais quand le joueur joue bien le coup comme ça, il s'enferme pas, il remonte, et puis en plus, il avait deux possibilités, hein, soit il pouvait frapper direct, soit il pouvait servir. Il y avait Ben Seguir, hein, qui arrivait à l'angle des 16 mètres, qui était aussi très très bien placé éventuellement pour reprendre une frappe. Donc, je dirais que sur les quatre buts qui sont pris, c'est pas forcément l'action où la défense lyonnaise a une plus mauvaise mine Ah en non, ça c'est soi, sûr que non. mais c'est sûr que non, on y reviendra plus C'est tard. sûr que non. Mais voilà, un très très beau geste de Moulay. Et puis on a senti que ce premier but marqué très rapidement, il a donné des belles certitudes au collectif xamaxien ce jour-là. Ils ont pu jouer un peu plus détendu. Et puis ça s'est tout de suite vu par la suite. Même si il n'y a pas eu de grosses occasions jusqu'au 2 à 0. Moi, personnellement, j'ai rien noté en soi. Et puis, bah, le 2 à 0, il arrive à la 32e minute avec de nouveau Moulay impliqué sur ce but, Osvaldo. Oui, effectivement, ouais, donc le deuxième but, où cette fois-ci, ben, il fait à peu près le même genre de débordement. Et cette fois-ci, il va se muer en assist man. Donc de nouveau, il fait passer un très très sale quart d'heure à son latéral en le passant avec un tantinet de réussite. Et il transmet ce ballon à l'entrée des 16 mètres à Jesse Autier, enfin à l'intérieur des 16 mètres carrément, quasiment à la hauteur du point de penalty, à Jesse Autier qui conclut du pied gauche. Mhm. Vraiment, il a été, comme on dit, puisqu'on la tendance en 2025 est d'angliciser pas mal les termes. Ça a été le match winner hier après-midi. Les Redden Moulay, il a tout fait. Et très franchement, ça fait plaisir pour lui parce que moi, je sais et je savais quand il est revenu quand il est revenu au club cet hiver que c'était un joueur qui, dans ses premières années à Charleroi, avait démontré des qualités techniques, des qualités offensives, et qui, à l'image un petit peu du groupe et de la tendance dans laquelle se trouvait ce groupe à son arrivée, il nous les a pas tant montré que ça. Et là, franchement, je vais pas dire qu'il a tout rattrapé en un match, mais il nous a enfin montré, pour la première fois depuis son retour, toutes les qualités qu'il peut avoir. Et il y est grandement pour quelque chose dans cette victoire hier après-midi. Oui, oui, totalement. Sur cette action, en fait, on voit que Richard, il essaye d'anticiper. Il se dit, il va faire la même chose. En fait, il reçoit le ballon dans à peu près la même zone. Il est un peu plus au contact au début de l'action. Et puis cette fois, on voit que Richard, il essaye de lui couper l'intérieur. Il revient sur lui et puis il jette un coup de défenseur. Il essaye de couper l'intérieur. Mais là, c'est toute l'intelligence de jeu de Moulay qui voit en fait le mouvement du défenseur, qui lui fait passer le ballon de l'autre côté. Comme tu disais, il y a le petit semblant de réussite. Et là, ben, Moulay, ça s'est refermé parce que Richard l'empêche de revenir sur l'intérieur et de frapper. Et Sylvestre Braque est bien placé. Il y a encore Silva, je pense, qui revient. Et là, ben, petit coup d'œil en l'air, une passe de l'extérieur du pied droit magnifique. Et puis là, Jessé Autier qui fait un superbe geste parce qu'il y avait aussi un joueur qui lui revenait dessus. C'était Busset, je pense, vu la position. Ouais, c'était Robin Busset.
Et du coup, frappe sèche de Jesse Autier, très bonne performance hein, aussi de Jesse Autier. Il avait été un petit peu en dedans à Haro et il était logiquement sorti à la mi-temps. C'était un jour sans pour lui, mais là, il marque ce deuxième but et puis pour lui, ça vient aussi, voilà, couronner une bonne prestation d'ensemble. On en reparlera à la fin au moment de l'analyse, mais on peut adresser des louanges à pratiquement tous les joueurs, enfin à tous les joueurs qui ont été titulaires hier, Osvaldo. À la 40e minute, on va dire une petite frayeur, presque la seule frayeur pour Xamax. Enfin non, c'est la seule frayeur de cette première mi-temps, avec un centre tir, mais plutôt un centre de Thiago Escorza et dévié par je sais plus quel joueur xamaxien. Et puis là, le ballon va mourir sur le dessus de la latte et ensuite sort en corner. On va dire avec un tout petit effet différent. Omer Agic était complètement surpris et ça pouvait finir au fond, ça. Oui, alors ça fait partie des après-midi où tout réussit. Maintenant, ça aurait été quand même sacrément bien payé pour Nyon de déjà réduire le score à ce moment-là sur ce qui avait été produit jusque-là. Maintenant, ce sont toujours des piqûres de rappel et c'est toujours bien de les mentionner, même dans une après-midi où pratiquement tout a roulé parce que c'est pratiquement, enfin, c'est typiquement les actions sur lesquelles qui peuvent faire basculer un match. Et là, ben, on a eu la réussite qu'on a aussi si peu eu cette saison. C'est Parce que ça, quand tu mets. c'est des buts qu'on aurait pris un peu de manière totalement injuste et injustifiée, des buts venus de nulle part. On en a eu pris pas mal cette Voilà. saison, mais aussi les dernières. Mais là, ben, il n'est pas arrivé en première mi-temps, il n'est pas arrivé du tout même, ce Ouais, ouais, but. et finalement, ben, ça fait partie d'une après-midi où tout a roulé, mais c'est bien de garder quand même ces piqûres de rappel là pour la suite. Et je pense que ben, dans le rôle un petit peu d'entraîneur d'Anthony Breza, c'est bien aussi de prendre ce genre d'action-là à l'analyse vidéo. Pas forcément pour incriminer ses joueurs, mais pour rappeler toujours, encore et toujours aux joueurs, vous voyez les gars, à quoi un match de foot peut se jouer. Et je pense que rien que pour ça, c'est une bonne piqûre de rappel. Mhm. Sans pour autant incriminer les joueurs, mais je pense que c'est important de garder ça à l'esprit pour que la tête des joueurs soit focus dans les 5 minutes durant. Totalement. Après, on va pas dire que c'était le salaire minimum parce que au-delà, enfin, Xamax a marqué sur ses deux tirs cadrés en première mi-temps. Il n'y a pas eu non plus pléthore d'occasions. On a eu vu par exemple, la première mi-temps à Bellinzone, on avait eu beaucoup plus d'occasions que ça et où on n'avait pas marqué un seul but. 2-0, c'est le score logique à la mi-temps, Osvaldo. Totalement, ça reflète la physionomie du match, ça reflète la supériorité neuchâteloise sur ces 45 premières minutes. Et c'est pas pour lyncher plus que ça les Nyonnais, mais j'ai mon collègue de commentaire qui m'a dit à la mi-temps, vu la tendance du match, qui m'a dit si on doit le perdre ce match, parce qu'il y a toujours un petit peu cette blague qui circule quand on est supporter de Xamax, il m'a dit si on perd ça, ce match-là, on me revoit plus au stade avant un moment. Ça reflétait aussi pas mal la différence qu'il y avait entre les deux équipes hier après-midi, sans faire offense aux Lyonnais, hein. Ouais, ouais. Effectivement, c'est assez logiquement aussi qu'à la mi-temps, Andrea Binotto change trois joueurs plutôt à vocation offensive, hein, Ndongo, Jaité et Ndiaye Silva qu'on a très peu vu cèdent leur place à Ndiaye, Traoré et puis à Démé. Un petit mot peut-être sur la prestation de l'ancien Xamaxien Roland Ndongo. On pouvait craindre Roland Dongo, hein, qui avait toujours performé sous le maillot de nos adversaires à la Maladière, et qui n'a pas du tout été épargné par les blessures lors de ses 6 mois chez nous. On pouvait craindre un retour de Manivelle avec une bonne performance. Il n'en a rien été hier, à l'image de ses autres coéquipiers, il a été pratiquement inexistant, Osvaldo. Ouais, j'allais le dire, c'est que je pense que ça fait partie de ces joueurs qui, quand on sait qu'il était encore à Toon hein, la saison passée, dans un FC Toon qui a finalement performé, il a été souvent, enfin il a été très très longtemps un os assez dur à ronger pour le FC Sion dans la course à la remontée en Super League. C'est vrai que de se dire que vous êtes transféré du FC Toon cet été à Xamax
pour vous retrouver l'hiver suivant à Nyon, quand on sait la situation dans laquelle se trouvent les Nyonnais, c'est pas exactement une trajectoire de carrière ascendante. Et malheureusement, il a un petit peu coulé à l'image de tous ses coéquipiers. Malheureusement pour lui, hein, très, très heureusement pour nous, il a coulé un peu à l'image de tous ses coéquipiers hier après-midi. Ouais. Et puis, ben, logiquement, avec ces changements, Nyon essaye de mettre un petit peu de pression. Un début de deuxième mi-temps. Alors, il y a, on peut noter une frappe d'Escorza au-dessus à la 48e, et puis une tête ou un, frappe, je sais plus, sur corner de Traoré à la 51e. Mais Xamax a su laisser passer le mini orage, hein, on va dire déjà mini parce que c'était pas des occasions énormes non plus, et puis ça n'a pas duré non plus trop longtemps avant de frapper à la 53e. Une action où Cabral, Demassay, Ben Seguir et Moulay finalement ont allié leurs talents. C'est, j'ai envie de dire, une action à montrer dans toutes les écoles, Osvaldo. Oui, le troisième but avec Le troisième but, ouais. ouais, ouais, avec ce superbe décalage d'abord sur la droite. On revient au centre avec ce ballon qui arrive jusqu'à Ben Seguir, qui trouve Moulay complètement seul à Ouais, ouais, l'opposé des. il y a Autier dans l'action. Moi, je veux vraiment parler du début de l'action parce que c'est vrai elle est magnifique. Il y a d'abord, c'est Cabral qui reçoit le ballon pratiquement au point, au rond central quasi. Et ensuite, il élimine deux joueurs. Il prend appui sur d'abord Autier et puis ensuite Demassay. Lui, il Tout à suit fait, son ouais. Et action. qui lance Cabral dans la profondeur Ouais, ensuite, ouais. c'est ça. Et en fait, Oui. moi j'aime beaucoup enfin, les capacités d'élimination, de sprint de Cabral et puis déjà la vista de Demassay. Il avait déjà fait une première passe comme ça à Saïd sur une action qui aurait dû donner un penalty à Xamax, mais Demassay, il n'est pas bon qu'à la finition, hein. Il est aussi capable de mettre en bonne position ses adversaires. Et là, sur le coup, il met un caviar de passe en profondeur à Cabral. Et Cabral, bah, quelle intelligence de jeu, quoi. Crochet, et ensuite. Alors, quelle intelligence de jeu, et je dirais même quel dépassement de fonction, parce que là, il fait Mhm. vraiment, comme tu dis, il fait le travail du début de l'action et il fait un débordement pour un latéral magnifique, parce qu'il faut quand même ensuite pousser les jambes et puis y aller, même si on sait que les latéraux modernes sont très offensifs, mais là, il y a un dépassement de fonction qui est absolument magnifique sur cette action. On l'a vu Et beaucoup faire ça quand il avait été aligné ailier droite par Anthony Breza. Il avait fait à oui, quelques reprises, hein, oui, oui, ce début d'année 2025. Mais sur cette action-là, il n'est pas ailier droite. Il est bel et bien latéral droite. il Et part de puis, il plus loin. s'appuie, il part depuis loin, il s'appuie sur Autier. Et ouais, ça souligne les capacités techniques, mais aussi physiques, quoi, pour ce genre d'action. Et vraiment, enfin, on peut insister là-dessus quelques secondes, Osvaldo. Cabral, c'est vraiment un excellent latéral droite. Oui, oui, alors franchement, sur le plan offensif, il nous a énormément apporté cette saison. C'est vrai que on oublie presque que cet été, ça a été l'une des grosses interrogations du mercato parce il est arrivé en n'ayant pas joué depuis des mois et des mois hein, Mhm. avant d'arriver à Xamax. Il s'entraînait au club depuis un moment déjà, hein. Le club a réussi à garder ça un petit peu caché, secret, mais il était avec le club depuis, ouais, depuis quelques matchs avant la fin de la saison. Et alors, il a été mis sous contrat, je pense, encore après, mais il était avec l'équipe depuis un petit moment. Mm. Oui, mais la dernière fois qu'il avait joué Mais un en match match officiel, on est un d'accord, match hein, ouais. officiel, franchement, on était. Ça remontait à longtemps et finalement ça a été le pari gagnant, le pari gagnant de cette saison en championnat, puisqu'il y a eu d'autres joueurs qui ont été performants par exemple dans les matchs test cet été, puis qui ont été loin de rendre la même Ouais, copie ensuite en en tout championnat. cas, dans la case des paris, parce qu'on a bah, des Maasai, c'est aussi voilà, un très beau succès, mais lui, on s'attendait, on le mettait pas dans la Oui, case c'est des pas un pari, surprises. c'est pas un pari. Il avait joué à Haro, et puis on s'attendait à ce qu'il soit peut-être pas au niveau qu'il est, mais en tout cas qu'il soit déjà bien performant. Mais c'est vrai que les incertitudes qu'on a pu avoir avec Cabral elles ont été vite levé. Il a eu cette blessure qui l'a un peu freiné. Il y a eu le fait qu'il a joué aussi sur le côté gauche à un moment suite au départ de Fabrice Nsaka, puis la blessure de Jonathan Fontana. Mais là, je pense
avec la blessure, l'arrivée d'Anthony Breza, c'est un style de jeu qui va beaucoup convenir à Euclides Cabral. Et puis, je pense qu'Anthony Breza, il va beaucoup aimer ses qualités. Ça va devenir un joueur important du dispositif d'Anthony Breza. Donc voilà, puis ensuite Ben Seguir qui reçoit le ballon à l'orée des 16 mètres. Il voit que les défenseurs lyonnais sont prêts à revenir sur lui et puis il décale Moulay. Et ben là, à nouveau, on ne peut que s'incliner devant les qualités de l'Iridot Moulay, Osvaldo. Oui, oui, bah c'est sur le donc ouais, sur le troisième but, c'est vrai qu'il est franchement bah, il y a la bonne prise de position. Il va prendre l'information puis il va placer ce ballon enroulé petit filet opposé à l'image de son match hein, où tout lui a réussi. Mhm, Et c'est vrai que bah, on a retrouvé quand même lors de ce match-là une esquisse d'une très très grosse complémentarité offensive entre les différentes armes qu'on peut avoir là-devant. De nouveau, si on peut terminer la saison sur ces bases-là, avec des joueurs qui se trouvent autant sur la phase offensive, on va vivre une fin de saison très très sympathique à la Manadière. Maintenant, le tout, c'est de pouvoir réussir à montrer ses dispositions sur une saison entière et que ça démarre en juillet et que ça se termine en mai, c'est tout ce qu'on demande. Mais c'est vrai que non, mais dans ces moments-là, on se dit, il y a un mélange. Moi, je te jure que là, on a un peu plus de 24 heures depuis la fin du match. Il y a un mélange de plaisir et quand même si j'ai pas trop envie de faire le rabat-joie ce soir, je vais le dire, de sentiments t'es obligé de te dire entre toi et toi, mais qu'est-ce que ça donnerait si un groupe avec de telles qualités réussissait à avoir un minimum de constance sur une saison, quoi. T'es mhm, obligé de te poser la question parce que c'est finalement cette année, et contrairement à pas mal d'années précédentes qu'on a vécues en Challenge League, ce n'est pas la qualité qui manque. Et on le voit. mhm. Je sais que je commence Totalement. l'ambiance dans un débrief qui devrait être totalement positif, mais Non, 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 je pense qu'il faut se poser ces questions. C'est plutôt des questions d'ordre général que fondamentalement liées à ce match-là. Mais enfin, oui. c'est un peu une banalité de dire que voilà, la constance fait la performance finalement. Hein. Les équipes qui sont inconstantes, eh ben, elles ont de la peine à être dans le haut du classement. Et puis, l'inconstance de cette équipe fait qu'elle est actuellement à la sixième place du classement. On n'est pas très loin de la quatrième place, mais on est quand même sixième. Et puis, on a beaucoup souligné l'inconstance d'équipes comme Bellinzone ou Chafouz, hein, qui étaient capables du pire comme de très bonnes prestations. Mais je pense que nos adversaires doivent dire exactement la même chose de nous. Ah, on n'est pas Parfois, ils mieux, hein, tombent sur une équipe bien sûr. ils tombent contre une équipe qui est qui est très vite déstabilisée lorsqu'on part à l'offensive. Et puis parfois, on tombe contre une équipe qui est en feu offensivement. J'aurais beaucoup aimé voir une autre opposition que Nyon hier avec cette jouerie. Probablement qu'on n'aurait pas forcément mis 4, mais on aurait, je pense, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui seraient reparties avec quelque chose de la malade hier, honnêtement. Mhm. Donc voilà. Maintenant, il faut pouvoir capitaliser sur ses bonnes performances. Anthony Breza nous l'a dit hein, hier à l'interview que il voit ça aussi comme quelque part comme une longue préparation à la saison suivante, évaluer qui doit rester, qui ne doit pas rester, qu'est-ce, comment il peut tirer le meilleur de ce groupe et on sent que ça, voilà, ça commence. Il n'est pas encore complètement satisfait, Anthony, hein, il nous l'a dit, mais il commence à y avoir quelque chose. Et puis, ben, de temps en temps, on peut aussi rater des matchs comme la semaine passée à Rouen, où il n'y a pas de honte de perdre 2-0 chez le leader du classement, mais voilà, ça peut arriver. Si pendant la saison, sur 36 matchs, ils ont raté 5-6, je veux dire, on va pas non plus faire C'est pas ça qui va prêter à trop la écrire une fine bonne saison, bouche. de toute façon. C'est ça, mais on peut pas en rater 18 quoi, Non, sur 36. Ça, ça c'est devient sûr. plus problématique niveau constance. Ça devient plus problématique.
Donc voilà, et puis j'espère que l'équipe aussi, elle prend conscience de son potentiel et puis qu'elle n'ait pas peur de se montrer sur une base régulière, même quand on joue contre des plus gros, même quand on joue à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà, pour en revenir au match, ben voilà, 3-0 à la 53e. Bon, il reste encore quasiment toute une mi-temps à ce moment-là, mais on se disait, Osvaldo, la seule inconnue, c'est sur quel score va gagner Xamax à la fin de ce match, parce qu'on a bien senti que les Lyonnais ont essayé une petite révolte, mais qu'ils ont quand même pris un gros, gros coup sur la tête sur ce 3-0. On voit hein, le body language au moment où le ballon de Moulay rentre. Les Lyonnais, ben, il est pas très positif. On voit pas de joueur qui va reprendre le ballon pour dire, allez les gars, on y va. C'est plutôt, voilà, les épaules en bas et puis les têtes en bas. Et puis après, voilà, il y a une petite phase de jeu où Nyon prend un peu plus le ballon. Il y a une tête de Silvas Braque à la 63e qui passe juste à côté. Et puis arrive la 60e minute, 67e minute, pardon. Alors je disais avant, Osvaldo, c'est pas sur le 1-0 qu'on peut taper le plus sur les Lyonnais pour leur défense, c'est quand même sur le 4-0 qu'on peut un peu plus leur reprocher une certaine passivité, voire une certaine maladresse. Oui, alors mon Dieu, quelle, effectivement, quelle maladresse sur ce coup-ci. C'est vrai que c'est vrai qu'on moi personnellement, j'ai rarement vu un corner à ce niveau-là qui passe de façon aussi simple, si on veut, qui traverse de façon aussi simple l'arrière-garde, l'arrière-garde, bah, de l'équipe qui défend et puis de voir finalement le gardien qui se trouve dans sa sortie, Ouais, les défenseurs qui sont complètement à la ramasse. C'est quand même. Oh là là. Enfin, même avec le gardien qui se trouve, même avec un défenseur qui se trouve, normalement, si le ballon il arrive de façon aussi simple au deuxième poteau, il y en a au moins un qui est là pour sauver la baraque et puis pour dégager loin devant. Et là, le pire, c'est que Demacha, il arrive presque au petit trot au deuxième poteau, quoi. Et ouais. franchement, c'est pas glorieux pour la défense lyonnaise, hein. Osvaldo, sans compter Mastil. Alors Mastil, on avait loué ses prestations du côté du match de Nyon lors du deuxième tour où il nous avait clairement privé d'un match nul, voire d'une victoire à coup de grosses parades. Sans compter Mastil sur cette action, à ton avis, il y a combien de joueurs nyonnais qui sont dans la zone où ils auraient pu intervenir comme ça de tête? Euh, À ton- 5-6? Alors moi, j'ai fait un arrêt sur image et j'en ai compté effectivement 6. Et alors, le plus malchanceux de l'histoire, 6. c'est Busset, parce que du coup, Mastil, en se trouant, il essaie de boxer le ballon, mais il boxe la tête de son coéquipier. Alors, fort heureusement pour Robin Busset, on lui souhaitait pas de mal, et heureusement, il a pu se relever et puis disputer la fin du match, mais lui, c'était vraiment la cata, quoi. Le ballon le passe, et en plus, il se fait boxer par son gardien. Et ensuite, effectivement, il y a Sylvestre Braque, il y a Ndiaye, et puis il y a aussi, enfin voilà, on va pas tous les énumérer, mais il y a, à mon avis, 6 joueurs qui peuvent intervenir, deux en premier rideau et ensuite quatre sur le deuxième rideau. Et puis le ballon passe tout droit, rebondit en fait juste derrière Sylvestre Braque. Alors c'est encore plus tragique, c'est que à part Johan Epito et puis il y a qui est allé au duel là au premier poteau. Donc il y a Epito et Saïz peut-être. Non, il y a Autier. Oui, c'est ça. Il y a Autier et Saïz qui sont au duel avec Massil, qui gênent un peu Busset. Il y a Epito qui est juste derrière, mais enfin, il y a 2 fois plus de Nyonnais que de Saint-Maximin. Et du coup, il n'y en a aucun qui intervient. Et comme tu dis, Demassay, il est presque surpris en fait que le ballon lui arrive parce qu'il marque un temps d'arrêt. Et puis en fait, quand il voit que le ballon passe, ben enfin voilà, il prend l'information, il frappe le ballon du pied gauche directement, puis même pas dire qu'il place une mine, quoi. Il se contente juste de la mettre là où il y a personne. Et puis le joueur qui est au deuxième poteau, ben il peut rien faire puisqu'elle passe entre lui et Sylvestre Braque. 4-0. Voilà, presque trop facile pour le coup. Comme quoi, Osvaldo, quand on botte bien les corners, tout peut arriver. Oui, et quand on prend le risque de les mettre directement dans la boîte, on peut aussi hein, avoir de la chance et puis on a presque, pour moi, beaucoup plus de chances de surprendre la défense adverse ou même de créer un déséquilibre en les bottant directement dans la boîte plutôt que de faire ces corners absurdes en deux temps
Moi, plus je vieillis, plus ça m'exaspère. Pourtant, je suis pas très Non, vieux. on a régulièrement effectivement tapé un peu du doigt sur ces corners galvaudés. Celui-là, il était pas galvaudé. Alors certes, il y a eu la défense lyonnaise qui s'est trouée, mais si le corner il n'était pas arrivé là où il aurait dû, bah on ne se serait pas créé cette chance non plus. Donc voilà, on va saluer la patte gauche de Kenan Fatkic. Pour le coup, deuxième homme du match, indiscutable, deux assists pour lui hier. Donc voilà, une performance très accomplie pour Kenan Fatkic. Alors évidemment, on l'a vu comme d'habitude dans son rôle de sentinelle devant la défense, mais personnellement, Osvaldo, j'ai beaucoup aimé, et je sais que toi aussi tu aimes bien ça, ton implication dans la construction offensive, dans le jeu offensif. On l'a vu à quelques reprises distiller des passes qui cassaient les lignes avec succès, hein. Ah, mais moi tu le dis, hein, moi, c'est numéro 6 qui ont ces rôles, ce rôle de meneur de jeu, puis qui ont des ouvertures magiques dans les pieds, etc. Moi, ça me fait rêver. Avec le temps, c'est vraiment le poste, déjà généralement dans le football, qui m'a le plus bluffé. C'est ces 6 qui sont capables de casser les lignes. Je connais un joueur, hein, de mon pays d'origine, qui a fait une très très belle fin de carrière dans ce rôle-là. Et c'est vrai que c'est magnifique à voir quand il y a une aisance technique à ce poste-là, la facilité de distiller des ouvertures et de trouver des passes que pas grand monde trouve. C'est vraiment beau à voir. Je suis très très content. Enfin, Fatkic fait partie de ces joueurs que je suis très très content d'avoir encore au club en tant que joueur. Alors, il est plus capitaine aujourd'hui, mais il reste un titulaire indiscutable Mhm. d'Anthony Braga. Ouais, ouais. Et gardons-le, parce que lui, on en a vraiment besoin, Oui, comme, oui. euh, comme le pain, Et comme on dit. pour lancer voilà une petite pique à notre chroniqueur Varam, il y avait du Granit Xhaka hier chez Kenan Fatkic. Oui, oui, oui. Alors, il va certainement apprécier il va certainement apprécier la pique. Alors, évidemment, moi, je pense que tu auras compris à quel joueur italien je fais allusion, mais c'est vrai que c'était beau à voir, quoi. Mhm. Et bah, on a parlé de son ouverture. Moi, son ouverture sur le premier but, c'est vrai qu'elle est magnifique. Après, enfin, pardon, Moulay fait une grosse partie du travail tout seul, mais de réussir à casser les lignes comme ça sur Mais le une passe. décalage, il est parfait. C'est la passe de Fatkic qui met la défense dans le vent. Après, Moulay, il reçoit le ballon dans d'excellentes conditions. Et puis, le ballon, il arrive vraiment là où il faut. Il peut le prendre dans la course. On sait qu'une fois qu'il est lancé, Moulay, il est très difficile à arrêter. Donc, c'est vraiment magnifique. Et puis, tu parlais avant qu'il ne porte plus le brassard de capitaine, mais que, il a toujours du leadership. Ça c'est magnifiquement exprimé en première mi-temps. Tu te souviens, je pense, de cette action où Gunnarsson reçoit une frappe en plein visage et puis s'écroule et sonne. Est-ce que comme ça, de tête, tu sais, les deux joueurs qui se sont dirigés vers lui pour le mettre sur le côté, pour éviter qu'il y ait quelque chose et qu'il avale sa langue, parce qu'on savait pas s'il était inconscient ou pas à ce moment-là. Tu te souviens comme ça, de tête, qui sont les deux joueurs qui sont allés vers lui? Alors, si tu me poses la question, je pense qu'il y a du Fatkic là-dedans. Évidemment. Maintenant, non, je n'ai pas le deuxième, non. C'était Johan Epito. D'accord, ouais, ok, C'était le capitaine et le vice-capitaine qui ont d'accord. sur ce coup aussi pleinement justifié pourquoi ils étaient des leaders dans cette équipe. Oui, le leadership, c'est sur le terrain, c'est dans l'attitude dans les vestiaires, mais c'est moi personnellement, c'est aussi dans des attitudes comme ça. Et ça s'est fait naturellement. Alors certes, ils étaient autour de lui, donc c'était aussi plus facile, mais ils n'étaient pas les seuls à être autour de lui et ils sont venus tout de suite. Et puis le soignant que je suis a aussi apprécié, bah, ils ont eu les bons gestes, quoi. Ils ont vu qu'il était comme ça, ils l'ont mis tout de suite en position latérale de sécurité et ensuite ils se sont écartés quand les soignants sont arrivés. Donc moi personnellement, j'ai aussi beaucoup apprécié cette attitude et c'est aussi pour ça que j'envoie mes louanges à Kenan Fatkic. La fin du match en elle-même, ben il s'est rien passé. Il y a eu une frappe dans les dernières minutes de Traoré qui a obligé Dino Meragic à faire un arrêt un petit peu plus compliqué que les autres qu'il a eu à faire. Mais sinon, voilà, on espérait que le clean sheet allait arriver, il aurait vraiment été totalement mérité. Et puis l'équipe a tenu bon. C'est un des enseignements aussi de ce match, c'est que l'équipe voulait le clean sheet et elle l'a obtenu jusqu'à la fin, Osvaldo. Oui, oui, là, pour le coup, ça a été maîtrisé. Alors, c'est sûr, et on en parlait déjà aux commentaires de ce match avec Johan Colo hier, qui me parlait, qui me disait à 1-0 que voilà, que Xamax devait aussi
dans ces moments-là, pouvoir montrer qu'ils étaient capables de conserver un score. Moi, j'étais quand même assez convaincu de ce que je disais à la 11e minute, c'est qu'avec la maîtrise qu'on avait montrée dès les premières minutes, il s'agissait déjà d'enfoncer le clou avant de parler de tenir un score. Parce qu'au vu Mhm. de la différence qu'il y avait sur le terrain hier, enfin, la meilleure façon de conserver son avance, c'était finalement de l'augmenter hier. Et puis une fois que le match est plié, une fois que le match est gagné, bah, de savoir aussi faire de la gestion. Mais messieurs les Xamaxiens, je pense que vous avez pu voir ça hier aussi. C'est beaucoup plus facile de faire de la gestion à 4-0 quand le match est plié qu'à 1-0 quand on a manqué des occasions. Et moi, c'est un autre élément que j'ai envie de relever, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup plus d'occasions et de frappes cadrées que les buts marqués hier. Et Mhm. ça, c'est quand 7 même une... tirs cadrés, 4 buts. On confirme Combien? qu'on est 7 7 tirs tirs, 4 buts. cadrés, 4 buts. On confirme qu'on est une équipe qui marque plus de 50% de ses tirs cadrés. Voilà, mais c'est aussi, enfin, tu compares ça avec le match de Bellinzone, bah, tu vois la différence. Alors que Bellinzone a été un peu meilleur que Nyon, parce qu'il en faut pas beaucoup, mais c'était pas non plus, ils ont pas non plus livré il y a 2 semaines une prestation beaucoup plus, enfin, deux ou trois fois meilleure que Nyon hier après-midi. Et pourtant, on s'est quand même retrouvé à prendre une égalisation un peu stupide dans les Mhm. derniers instants. Donc ça, c'est vraiment. Et en tremblant encore, là, on n'a pas du tout. Bah, c'est clair qu'en arrivant à 4-0 dans les 10 dernières minutes, c'est pas la même qu'à 1-0, hein, on est d'accord. Mais Ouais, ça, ouais. beaucoup de sérénité qui a été manifestée hier par l'équipe. Je voulais mentionner, on a déjà évoqué l'Iridon Moulay, évidemment, on a mentionné Jessé Autier, on a adressé aussi nos louanges à Aquiles Cabral, à Kim Demassay, encore buteur et passeur hier. On a mentionné Kenan Fatkic. Moi, je voulais encore mentionner deux joueurs. Peut-être tu auras envie d'en mentionner d'autres, Osvaldo. Moi, je voulais mentionner aussi Fabio Saiz parce que il s'est vraiment éclaté, je trouve, autour de Kenan Fatkic. Il a certes été peut-être un peu moins vu que Kenan Fatkic, mais il a quand même livré une grosse prestation. Et voilà, on est content pour Fabio qui bénéficie d'autant de temps de jeu et puis qui l'utilise autant parce que voilà, cette paire actuellement, Saiz Fatkic, ça fonctionne, Osvaldo. Ouais, ouais, puis Sides aussi, hein. Moi, franchement, je me régale devant certaines de ses prises de risques techniques. Et finalement, bah, il a eu aussi, lui, quelques tentatives et quelques capacités d'élimination dans les 16 mètres hier qui sont un peu à l'image des buts qu'il a marqués avec Samax. Même s'il n'est pas de nationalité espagnole, ça arrive quand même de temps en temps qu'on voit quelques bribes de ses origines dans son jeu et dans sa prise de risque souvent payante, que ce soit dans ses crochets, dans ses feintes. Et c'est vrai que personnellement, c'est un joueur, c'est très gratifiant d'avoir un joueur formé au club qui démontre ce niveau avec l'équipe première. Tout à Euh, fait. c'est d'autant plus gratifiant de dire qu'il a été formé chez nous, disons. Mhm. Et je pense que c'est aussi un joueur qui peut vraiment progresser, se bonifier avec le style de football voulu par Anthony Breza. On vise pas Absolument. forcément la possession, mais on vise la transition rapide. On vise faire mal à l'adversaire le plus vite possible, soit par des passes qui transpercent un peu la défense, soit par une prise de risque balle au pied. Et puis Fabio, il est capable de faire les deux, vraiment. Et puis voilà, avec l'assurance défensive, on va dire, que représente plus Kenan Fatkic, eh bien, il peut aussi voilà, avoir ce rôle un petit peu plus offensif. Donc, voilà, très bonne prestation de Fabio. Et puis, je voulais parler aussi de Jonathan Fontana, Osvaldo, parce que ben, hier, c'était un peu la surprise, on va dire, un peu négative au début du match. On nous a annoncé à la dernière minute que Michael Facchinetti était blessé. Et puis, paradoxalement, j'étais content pour Jonathan Fontana qui puisse bénéficier de solides minutes de jeu. Il était rentré en tant que milieu gauche à Haro, puis aussi à Chafouz, il me semble. Et puis là, je me dis, bah tiens, c'est bien qu'il ait eu du temps de jeu. Il a disputé, si je me trompe pas, tout le match. Et puis,
bah, on a parlé de la prestation de Clydes Cabral sur le côté, mais Jonathan Fontana n'a pas été en reste. Et puis, c'est très prometteur, Osvaldo, pour la suite. Cette concurrence qu'on espère saine entre Michael Facchinetti et Jonathan Fontana. Ah, je pense que Jonathan Fontana aura vraiment moyen de voir sa progression aller en flèche avec la présence d'un Michael Facchinetti à son poste, parce que c'est aussi ce qu'il faut dans ce groupe pour qu'il puisse tenir sur une saison. C'est de la concurrence saine, mais qui permet aussi de se dire en cas de pépin physique, en cas d'absence ponctuellement pour un ou deux matchs, pour blessure et suspension, que si le titulaire ou le présumé titulaire à ce poste-là est blessé, il y a quelqu'un de fiable qui est capable de prendre le relais l'espace d'un ou deux matchs sans que l'équilibre de l'équipe en soit complètement bouleversé. Et ça, ce sont les symptômes d'un groupe sain. Totalement. Et puis, je me répète un petit peu, mais je pense que c'est aussi vrai pour Jonathan Fontana. Jonathan Fontana, il a vraiment des très très belles qualités physiques, hein. Il est très rapide, il est très endurant. Et puis, il a bien progressé, je trouve, d'un point de vue défensif, même si on l'a dit encore, hein, l'opposition en face n'était pas forcément la plus solide de ce championnat, mais il a jamais, on peut dire franchement, il a jamais été débordé par son milieu de couloir. Il était toujours bien placé et les relances avec Moulay, ils se sont régalés sur le côté gauche. Et puis, de nouveau, comme tu disais avant, c'est un junior du club, ça fait plaisir. Et puis, le style de Breza, Anthony Breza, il apprécie hein, les joueurs qui fournissent les efforts derrière, qui fournissent les efforts devant pour faire basculer l'équipe dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, il aura son mot à dire dans cette deuxième partie de championnat face à Michael Facchinetti. Et puis le fait que ce soit deux joueurs du coin, l'ancienne génération, même s'il n'est pas si vieux que ça, Michael, hein, mais l'ancienne génération et la nouvelle génération, ben voilà, je pense que ça peut être bénéfique. Il avait, à mon avis, déjà un peu progressé en préparation avec Fabrice Nsakala. J'attendais de voir ce duo sur toute la saison, ma foi, ça s'est fait autrement. Mais avec Michael Facchinetti, voilà, il a aussi un très bon monteur de son côté. Et puis on prépare, j'espère bien l'avenir sur ce poste de latéral gauche. Je ne peux que suivre tes propos. Voilà, on a mentionné quasiment toute l'équipe, hein, à part Salim Benseghir, la charnière centrale, Yoann Epito et Niklas Gunnarsson et Dino Meragic, qui sont aussi, on va pas forcément faire plus de détails sur eux, mais qui sont aussi accrédités d'une très bonne performance individuelle et collective sur ce match d'hier. Ben, quand l'équipe individuellement joue très bien et collectivement aussi, ben, ça peut que donner un bon résultat. Donc voilà, on va revenir sur le gentil message de Serge qui nous parlait du débriefing en live. Alors c'était une première pour nous, hein, on vous l'avait annoncé la semaine dernière. On voulait vous préparer quelque chose d'un peu différent à l'occasion de ce match. Osvaldo, comment tu t'es senti dans cet exercice? Alors, je me suis bien senti parce que j'avais finalement une concentration qui devait être un peu, enfin, qui devait être gardée comme un peu constante de par l'exercice que moi j'ai exercé pendant tout le match. C'est-à-dire que je pense que je me serais senti plus en difficulté pour un premier débrief à chaud si je n'avais pas commenté le match en live et en direct. Donc de ce point de vue-là, je pense que le commentaire en live et le commentaire en direct m'a aidé pour dire des choses pertinentes à chaud parce que c'est quand même un exercice. Maintenant, ça a été sympa de pouvoir faire ça à même le terrain pendant que en plein milieu de l'ambiance un peu festive d'après-match. Mhm. Et sympa aussi de pouvoir innover un peu ce concept, d'avoir les acteurs qu'on interviewe qui arrivent un peu sur le pouce sans avoir d'interview enregistrée, séquencée. Et puis voilà, j'ai trouvé ça sympa comme concept. Et puis définitivement
à refaire comme toutes les nouveautés qu'on vous a proposées depuis le début de l'année civile 2025. Mhm. Alors moi, je lâche un petit coup de gueule contre YouTube qui ne m'a pas laissé enregistrer en format horizontal. J'aurais voulu, pour la fluidité, enregistrer en format horizontal pour avoir tout le monde sur le même cadre. Là, ça, du coup, par moment, ben, on n'était pas tous dans le cadre. C'était pas forcément voulu en soi, mais sinon, sur le principe, j'ai aussi évidemment beaucoup apprécié. Comme tu le disais, c'est un exercice qui est complètement différent de ce qu'on vient de faire là, où on débriefe jamais à chaud. Ça nécessite de vraiment bien structurer ses idées. On voulait pas non plus trop vous en dire non plus parce qu'on voulait avoir encore des choses à vous dire lors du débriefing de cet épisode, qui se veut toujours plus complet que ce qu'on peut faire, euh, soit dans les interviews ou dans un débrief à chaud. Donc n'hésitez pas hein, à nous dire, à nous contacter pour nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, propositions d'amélioration comme d'habitude. On est toujours ouvert à ça. Si vous avez d'autres idées, nous, on est toujours ouvert à vous proposer des choses parce que on veut proposer des choses qui nous parlent à nous, mais qui vous parlent aussi à vous, les auditeurs, qui, comme nous, en fait, vivre ce club. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis, on voulait aussi, on le fait pas souvent, mais quand même de temps en temps, il faut le faire, adresser nos remerciements au club qui se montre Osvaldo toujours très ouvert aux projets qu'on peut leur proposer et puis est très disponible. Hier, pour tout ce qui s'est passé, ça s'est déroulé vraiment comme sur des roulettes, hein. Tout à fait, et merci au club pour ça, effectivement. C'est toujours gratifiant d'avoir la confiance qui grandit entre eux et nous au fil des semaines, au fil des mois et au fil de ce qu'on propose. C'est ce qui nous pousse aussi à faire toujours plus. Effectivement, voilà. Alors on a tout dit pour ce débriefing. On peut passer à la deuxième séquence. À la dernière rubrique du match de légende, j'avais lancé un petit sondage sur Instagram pour que vous nous donniez un petit peu d'inspiration pour cette rubrique. Et puis, il y a quand même un match, le match qu'on va traiter ce soir, qui est ressorti un peu plus que les autres. Alors, il y a ceux qui n'avaient pas vraiment compris la consigne, qui nous ont cité des matchs qu'on avait déjà fait. Donc moi, je les avais mis dans la liste pour pas qu'ils ressortent, puis finalement ils sont ressortis. Mais dans les matchs qu'on n'a pas déjà traités, il y en a un qui est ressorti à plusieurs reprises, logiquement par des plus anciens de nos auditeurs, puisqu'on va se replonger un soir d'avril 2003 dans l'ancienne Maladière et un bon parfum de Coupe de Suisse ce soir-là fleurait sur le stade de la Maladière, Osvaldo. Ouais, ce qui me fait assez rire là-dedans et l'ironie pour moi de la chronique de ce soir, c'est que finalement la Coupe de Suisse est un trophée qui pour l'instant boude de manière assez systématique la ville de Neuchâtel et le club de Xamax. Et puis on se rend compte que malgré tout, c'est une compétition qui fait vivre des émotions inoubliables aux supporters. Et ça, je pense qu'il faut jamais l'oublier, surtout par rapport à ce qu'on en a fait ces dernières saisons. C'était peut-être la petite parenthèse que je voulais ajouter avant de démarrer cette rubrique. Euh, Tu l'as dit, donc soir d'avril 2003, donc c'était pour être tout à fait précis le 16 avril Mhm, 2003. c'est ça. Xamax affronte les sauterelles de Getse à la Maladière, juste pour rappeler aussi à nos auditeurs les plus jeunes que 2003 représente la dernière année où Getse a fêté un titre de champion de Suisse. Mhm. C'est quand même faut le dire d'emblée, parce que c'était Et pas ils sont l'équipe. toujours le recordman à l'heure actuelle, hein. Ils sont toujours le recommandé à l'heure actuelle, mais le 2003 représente l'année du 27e et dernier titre de Getse. Alors j'aime bien toujours commencer cette rubrique par une petite revue des compositions d'équipe. Du côté de Xamax, Bettoni au but. La défense, les quatre défenseurs ce jour-là qui ont commencé le match, il s'agit de Portillo, Barea, Bus et Von Bergen. Les milieux, au mitard, on avait Mangan, Simo, Sanou. Mhm. Et
un duo d'attaque, pardon, Bangan Sinosanu et Mfouti, et puis un duo d'attaque composé d'Alexandre Ray et de Leandro. Du côté de Getse, alors il va y avoir certains noms qui vont flirter, enfin qui vont sentir bon l'équipe de Suisse de l'époque. Borer au but, Lichtsteiner, Gamboa, Schwegler et Yagi pour ce qui est de la ligne défensive. Baturina, Spicher et Cabanas au mitard, et Núñez, Eduardo et Petrier pour ce qui est des trois attaquants. Petric. Petric, oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Faute de frappe. Effectivement, Petric, qui a été, en plus de ça, décisif lors de ce match. Et aussi vous dire une chose, c'est qu'en cette soirée printanière, 7600 spectateurs ont rempli les travées du stade de la Maladière, qui était encore l'ancienne Maladière pour quelque temps, hein, puisqu'elle a été démolie quelques mois plus tard. Mhm. Un début de match cauchemardesque pour Xamax. Juste avant de commencer, en fait, je vais reprendre le fil rouge que j'avais eu lors de la dernière chronique. Est-ce que toi, Mirko, toi-même, tu étais au stade ce soir-là? Je me souviens plus, honnêtement. C'est vrai? Non, je me souviens plus. Il me semble que oui, mais je peux pas te dire à 100%. Tu sais, j'ai vu tellement de matchs et tout, mais il me semble, oui, oui, celui-là, je l'étais quand même. Ouais, oui, j'y étais. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, bon, bah, c'était pour la petite histoire, parce qu'évidemment, moi, j'étais même pas encore, j'étais même pas supporter encore à l'époque. Donc, c'est aussi, là, pour le coup, ça a été full découverte sur ce match-là. Début de match cauchemardesque pour que ça marque, je l'ai dit, puisqu'après 52 secondes de jeu, Cabanas transmet à Baturina qui des 20 mètres, des 20-25 mètres, fusille Bettoni pour le 1-0 d'une frappe surpuissante sous la latte. Xamax, dominé en grande partie lors de cette première période, va souffrir le martyre. Et si le premier but est tombé au bout de quelques secondes de jeu, le deuxième va tomber là aussi au pire moment, puisque c'est quelques courts instants avant la mi-temps, sur un long centre venu de la droite et un coup de tête bien placé justement de Mladen Petric, qui a été buteur lors de ce match. Ton sentiment, est-ce que tu te rappelles du sentiment que tu avais à la mi-temps de ce match-là, Mirko? Pour moi, c'était plié, hein. Pour moi, Ouais. c'était plié. C'était le grand Guettier. Je me souviens plus si c'était déjà leader à ce moment-là du championnat, mais je pense parce qu'on se rapprochait gentiment de la fin de la saison. Mais c'était le grand Guettier. Et puis, il y avait Richard Nunez en face. Alors toi, t'as Oui, pas connu ce joueur-là, c'est un nom que mais t'as j'en ai entendu entendu comme parler, ça. ouais. Moi, je l'ai vu jouer et à l'époque, c'était un top joueur de non seulement de Getse, mais de la Super League. Enfin, il était au-dessus de quasi tous les joueurs du championnat. Il avait une classe. On savait que le ballon, quand il arrivait, il pouvait en faire n'importe quoi. Il pouvait dribbler tout le monde et aller au fond. Il pouvait faire une passe incroyable. C'était vraiment, toute proportion gardée, c'était le Messi de Grasshopper, vraiment petit, gaucher, mais rapide, très fort. Enfin, moi, j'en garde un souvenir exceptionnel. Tu m'aurais dit dans ces années-là, quel joueur d'une autre équipe tu veux prendre? Je t'aurais dit Richard Nunez sans aucune hésitation. Et puis, on était volontaires dans cette première mi-temps. On peut pas reprocher aux gars de pas s'être battus, mais on était dépassés. Et puis, quand tu prends un but aux deux pires moments, quoi, c'est vraiment 52 secondes et juste avant la mi-temps, t'as quoi prendre un gros, gros coup derrière la tête. Et C'est pour répondre certain. vraiment à ta question, pour moi, la deuxième mi-temps, elle allait être très longue, quoi, vraiment très longue, parce qu'on allait essayer, puis Guettier, ils allaient attendre pour porter les stockades comme ils savaient bien le faire. Donc, ouais, rien laissait présager le scénario complètement fou de cette deuxième mi-temps. Nunez, pour l'anecdote, moi je me rappelle d'un Bal Getse, bah, l'année du premier titre du Bâle, du FC Bâle, propriété Novartis Guighieri. Donc on est quasiment à la mi-saison, où Getse va gagner 5-4 au Parc Saint-Jacques, et où Nunez fait juste, enfin le gars, c'est comme si enfin s'il avait fait boire 3 bouteilles de whisky chacun à toute la défense bâloise. C'était pratiquement le même effet. Le mec, il leur avait fait n'importe quoi, et, Mm. et il se baladait au Parc Saint-Jacques contre le futur champion, le mec. Enfin, c'était une vraie folie. Et je te crois volontiers, hein, quand tu me dis que
c'était l'un des joueurs majeurs du championnat parce que j'en ai entendu Ouais. parler à plus d'un titre et là il avait fait des misères à Bâle chez lui. C'était pas que ça max à la Manadière. Donc oui, tout laissait présager à une fin de match finalement tranquille pour Getse. Mais heureusement pour les Neuchâtelois, alors je sais pas ce que Claude Riff leur a dit dans dans les vestiaires ce soir-là, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, Neuchâtel Xamax s'est entraîné par Claude Riff. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que les 15 minutes de la mi-temps vont être utilisées à merveille, puisque à la 52e minute, sur un corner venu de la gauche et prolongé au deuxième poteau, on a notre cher Alexandre Ray qui, d'un geste semi-acrobatique, peut placer le ballon au fond des filets. À ce moment-là, est-ce que l'espoir renaît totalement pour Bah toi, oui, Mirko? totalement. On Oui, va le oui, faire. bah oui, c'est la 52e minute, quoi. C'est à moins de 10 minutes après le coup d'envoi. Il reste encore 40 minutes de jeu pour pousser. T'étais devant ton public. Oui, oui, l'espoir renaît, clairement. Ouais, ouais. Même si Guetze, ils étaient pas à la rue, mais voilà, l'espoir renaît, forcément, quand tu reviens aussi vite dans le match. Forcément. Ouais, ouais, parce qu'en vrai, c'est ça, finalement, c'est une réduction du score très très rapide. Et tu te dis à domicile, l'ambiance peut repartir assez rapidement. Et effectivement, porté par l'ambiance retrouvée de la Maladière, les Rouges et Noirs vont même égaliser à la 64e minute sur un nouveau centre venu de la gauche, mais remis dans la boîte cette fois-ci par Leandro. Alexandre Ray, encore lui, se retrouve au bon endroit pour marquer sur la ligne. Voilà, on se dit totalement, ben, pas la finale est à nous, Non. mais il y a une vraie tendance qui s'est inversée dans ces 20 premières minutes. Ouais, il y a une tendance qui s'est inversée, mais on reste quand même prudent. Alors, déjà, Alex Ray, il nous fait du Alex Ray, quoi. Des buts de renard de surface. Il est au bon endroit, au bon moment. Il met le pied, il met la tête. Enfin, voilà, c'était vraiment Alexandre Ray, un renard des surfaces, comme on n'a pas forcément énormément eu hein, du côté de la Maladière et encore moins des attaquants suisses. Mais du coup, ouais, en 20 minutes, Xamax revient dans le match, mais on reste prudent. On se rappelle que c'est quand même Guetze en face et puis qu'ils sont tout à fait capables de reposer le pied sur le ballon, de reprendre le contrôle du match, puis d'aller planter encore un ou deux buts. Et tu vois, paradoxalement, tu te dis, il reste quasi 30 minutes pour gagner, mais il reste aussi 30 minutes pour perdre ce match. Donc, ouais, il y a l'euphorie, mais moi, personnellement, j'ai 20 ans non, j'ai 10 ans, pardon, au moment de ce match. Ouais, il y a l'euphorie, mais d'un côté, je 20 sens ans, hein, quand même Mirko, à en côté de moi. 2003. Pardon, oui, j'avais 20 ans en 2003, j'avais 20 ans. Donc, il y a l'euphorie, mais en même temps, tu te dis, tu vois, j'en perds un peu mon propre âge. Et en même temps, tu te dis, ouais, gaffe, quoi. C'est comme si aujourd'hui, on est mené 2-0 partout, et puis on égalise à 2-2, et puis ensuite, il reste encore une demi-heure. Donc, un peu de prudence. Ouais. Moi, Ouais, je pensais à ce moment-là que j'étais à peu près sûr que le score n'allait pas rester de 2-2, que le match n'allait pas partir aux prolongations. Soit on allait pousser, et puis ça passait. Soit on allait pousser. Guetze faisait le dos rond, puis ensuite il nous mettait un coup de poignard dans les dernières minutes. Mais j'étais à peu près sûr que ça restait pas 2-2. ouais, ouais, non, alors c'est sûr que le match est encore long. Maintenant, c'est vrai aussi que voilà, quoi, qu'il y a il y a une certaine, enfin, il y a une totale confiance qui est revenue et on sent un match a tourné. Maintenant, c'est sûr et certain, enfin, c'est ce qui est sûr et certain aussi, c'est que le score va rester tel quel jusqu'à la fin des 90 minutes et même jusqu'à la fin des prolongations. Et là va intervenir la terrible séance des tirs au but, qui a Ouais. été Alors, très, très je veux juste dire un mot sur les prolongations, Osvaldo. On oui, n'a bien sûr, je quasi t'en pas prie. touché la balle. Ouais, Elles ont été pénibles ces prolongations parce que Getse était clairement la meilleure équipe sur le terrain. Ils étaient, on aurait dit, plus frais aussi que nous. Donc voilà, on est passé quand même plus proche de perdre en prolongation que grâce au père de perdre en prolongation. Donc là, tu arrives au penalty, tu te dis, toi, quand une équipe fait le dos rond, elle est clairement dominée, elle arrive au tir au but, est-ce que souvent, Osvaldo, tu te dis, elle a un peu plus de chance que l'adversaire qui a poussé, pas réussi, ou alors c'est vraiment les qualités individuelles des tireurs et du gardien qui font la différence? ah ouais, c'est clair que tu te fais, enfin, tu te fais personnellement.
enfin, souvent tu te fais ces théories à deux balles. Moi, personnellement, parce que c'est quand même de la psychologie un peu. Pour moi, c'est pas une science exacte. Moi, j'ai tendance à penser quand même que l'équipe qui a tant dominé, qui a tant poussé, mais sans réussir à concrétiser, puis qui surtout a eu tellement d'occasions pour faire la décision, j'ai tendance à dire que qu'elle finit par un peu le payer quand même à la fin. Moi, mais après, c'est une sensation personnelle, hein. Je crois que c'est pas du tout, c'est pas du tout total. Ce que je dis, c'est pas du tout une vérité totale. Mais je pense qu'en général, quand tu as tant dominé et que tu finis par ne pas concrétiser si le jeu ne t'a pas puni, les tirs au but te punissent. Mhm. Après, ça s'est pas vérifié non plus à chaque fois. Donc ça peut pas être une théorie complètement exacte non plus. Mais ça a été souvent le cas et ça a été souvent vrai quand même. Donc après, tout dépend. Enfin, chaque match de toute façon a son scénario, mais c'est en général ce que je me dis la plupart du temps. Ouais. Et puis je te laisse parler maintenant de cette séance de tir au Cette but séance de tir au but qui qui a à été. elle-même vaut le détour, hein. Il y avait Ouais, ouais, l'émotion du match, mais voilà. parce que j'ai repris un peu les détails. Donc c'est vrai qu'il y a eu 18 tirs au but. Mhm. Et qu'il y a eu un seul échec. Et c'est vrai que Mfouti signe le tir au but décisif. C'est Spicher qui rate. Ce qui, quand on sait la carrière qu'a eu Christophe Spicher, c'est que là on se dit effectivement les plus grands joueurs ont raté des pénaltys. Bah, dans ce cas-là, il faisait partie des joueurs à la plus grande carrière. L'un des joueurs qui avait la plus grosse carrière sur la pelouse et malgré tout il rate et c'est vrai que Mfouti transforme le penalty qui envoie Xamax en finale pour la première fois à l'époque depuis 1990 et la défaite contre Getse, de nouveau contre Getse. Mais Mhm. c'est vrai que pour le coup, on imagine qu'une séance de tir au but, déjà que le match était loin d'être barbant et chiant en soi. Mais alors là, la séance de tir au but, elle a fait vraiment rentrer, rentrer le match dans une autre dimension. Ouais, non, mais clairement, puis en plus, les pénaltys étaient tirés côté, côté Neuchâtel, donc à l'époque, c'était côté COP, hein, puisqu'il faut le rappeler pour les plus jeunes d'entre nous, dans l'ancienne Maladière, le COP était de l'autre côté du terrain, les adversaires étaient côté Saint-Blaise et côté Marin. Donc c'est vrai que c'était une ambiance de folie, quoi, tout simplement. Et Mfouti, en fait, il a tiré le dernier penalty, il nous a qualifiés. C'est pas le manqué de Spicher qui nous envoie en finale, c'est vraiment Mfouti qui a eu les nerfs et qui transforme le dernier penalty. Ambiance de fou et puis fête toute la nuit pour les supporters, pour tous les joueurs sauf un. Il y a un joueur qui a pas pu fêter Osvaldo. Tu sais qui c'est? Non. C'était Steve Bergen parce qu'il était à l'école de recrue. Et du coup, il a dû rentrer en caserne. Ah bah voilà. La C'est petite anecdote voilà, pour Steve Bergen qui était l'année de ses 20 ans, hein. Il a fêté ses 20 ans quelques mois plus tard. Donc, ben voilà, quand tu as 20 ans et que tu es suisse, tu vas à l'école de recrue, même si tu es sportif d'élite. Alors, tu bénéficies de facilités, hein, pour t'entraîner et puis pour disputer les compétitions, mais il avait quand même ses obligations militaires. Donc, je crois qu'il a regretté un peu avec le recul, Steve, de ne pas pouvoir aller fêter toute la nuit ou une bonne partie de la nuit avec ses coéquipiers et puis les supporters à ce moment-là, parce que ben voilà, se qualifier pour une finale, c'est toujours un événement spécial. Alors après une finale, comme dit l'adage, ça se gagne. L'histoire fait que voilà, on l'a jamais gagné. Celle-ci n'a pas fait exception, Osvaldo, et peut-être la plus lourde des manières, celle-là. Oui, après, je me permets de faire un petit lien avec la précédente chronique de match de légende que j'ai pu animer et qui parlait du quart de finale contre IB en décembre 2007. Là, pour le coup, sur la défaite au tour suivant, il y a beaucoup moins de regrets parce que ce bal-là,
était vraiment injouable et pour moi, il y a quand même beaucoup moins de regrets si on compare avec l'élimination, enfin, le fait d'avoir sorti IB en 2007-2008 et être sorti ensuite contre Bellinzone. Là, il n'y avait pas vraiment. Ce bal-là en 2002-2003 termine à 2 points de Getse champion. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Xamax, à la fin de la saison, termine sixième en 2002-2003 à 18 points de Getse premier et à 7 points avec 7 points d'avance sur la barre Mhm. et sur Lucerne à l'époque qui termine 9e. Mais voilà, c'était encore une Super League, c'était encore une Ligue nationale A où on avait le FC Ville en première division, on avait Delémont. Euh, voilà, c'est une autre époque, c'était il y a 22 ans, c'était bien il y a 22 ans et on le voit par les clubs qui composaient l'élite, quoi. Ça, c'était pour le tour principal, le tour préliminaire. Dans le tour préliminaire, Xamax finit avec 18 points de retard sur Getse. Et puis Getse termine champion à la fin des 14 matchs du tour final avec un point d'avance sur Bâle et avec 12 points d'avance, pardon, 22 points d'avance sur Xamax qui finit troisième. C'était pas mal, hein, quand même, 22 points. Ouais, ah ouais, non, mais c'est Il y avait différence. deux mastodontes, on a réussi à en éliminer un, mais pas deux. Voilà, ils finissent la saison avec une différence de but de plus 22 sur le tour final, Mhm. alors que nous on avait une différence de but de plus 1. Ça vous montre un petit peu la différence. Et cette année-là, on a quand même reçu une qualification européenne au vu de notre finale de coupe, au vu qu'on a disputé le tour préliminaire de la Coupe UEFA. Getse a disputé le troisième tour qualificatif de la Ligue des Champions. Et puis, vous avez deux, trois dingueries comme Toon qui dispute le deuxième tour de la Coupe Intertoto ainsi que le FC Ville. Et puis Bâle C'est qui, comme s'ils qui joue. disputaient, et s'ils disputaient la Conférence League maintenant, à peu près, quoi. Exactement. Et puis Bâle qui, même si j'ai revu une vidéo récente sur la Coupe Intertoto et j'ai vu que c'était une compétition qui avait 2 à 3 vainqueurs différents. Enfin bref, un format dont on se passe assez bien aujourd'hui, je pense. On a suffisamment de compétition au format loufoque. Et Bâle qui dispute le premier tour de qualification de la Coupe UEFA en tant que vainqueur de la Coupe de Suisse. Eh oui. Voilà. C'est des souvenirs nostalgiques, un petit peu d'une autre époque Ah, du football c'est suisse. ouf. Et je veux dire, je me rends bien, 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 bien compte que j'ai raté quelques années folkloriques, on va dire, pour le foot suisse. Sincèrement, c'est un petit regret quand même de ne pas avoir vécu ce championnat à 12 avec tour préliminaire et tour final. J'aurais bien voulu voir sous cette forme-là ce que ça donnait. Mhm. Euh, Finalement, toi, tu as très peu connu Xamax qui jouait le haut de tableau en Super League, hein. oui, alors Xamax qui jouait la Super League, j'ai quand même eu l'occasion de les voir Ouais, ouais, quelques ça oui. saisons, mais le haut de tableau, effectivement pas trop, et c'est pour ça peut-être que je rabâche autant que ça la saison Schurman et ces saisons-là, c'est que Mhm. finalement, ben, mon record, c'est que j'ai vu Xamax deuxième à la 12e journée. Voilà. Mhm. C'est deuxième de Super League à la 12e journée et c'est le classement le plus haut et le plus en avant que ça dans la saison que j'ai vue du club. Oui, troisième à la trêve hivernale en 2009-2010 si on veut bien, mais déjà à l'époque, Mhm. on était rentré dans une série assez noire, Made in Xamax, Mhm. ce qui fait qu'on se rendait pas trop compte qu'on était encore troisième. Mais oui, une époque que j'ai pas eu le temps de connaître. Et malgré tout, je reste totalement conscient de l'histoire de ce club et du devoir que ce club a par rapport à l'histoire qu'il représente. Mhm. Une belle conclusion pour cette rubrique, Osvaldo. On peut gentiment passer à la conclusion, hein, tout simplement, de cet épisode.
Alors, une fois n'est pas coutume, deux choses à vous dire pour la fin de cet épisode. Alors, la première, bah, vous l'avez entendu avant, nous n'aurons pas de match à débriefer pour le prochain épisode qui sortira du coup le 23. Mais on vous a quand même réservé un programme très alléchant puisque nous recevrons un invité. Cette fois-ci, on n'en avait pas eu depuis un bon moment, mais on s'était dit que c'était la bonne occasion de vous proposer un invité et pas n'importe quel invité, puisque on va parler essentiellement de la période Boulad Chagaïev, mais aussi de l'Afrique, de la République centrafricaine. Vous l'aurez compris, on accueillera Raoul Savoie et ça nous fait bien plaisir d'avoir un tel invité la semaine prochaine, Osvaldo. Clairement, je crois que moi j'avais déjà beaucoup apprécié son rôle au moment de son passage au club dans une période vraiment, vraiment, vraiment pas simple. J'avais toujours apprécié sa simplicité déjà à l'interview et sa disponibilité. Et je pense que en plus, moi, je l'avais dit avec Michel de Castel, j'ai une assez grosse fascination pour j'éprouve une assez grosse fascination pour ces gens qui sont partis de la Suisse et qui sont allés se frotter à du football vraiment, vraiment, vraiment exotique. Et je pense qu'il aura plein de choses à nous dire également sur ses expériences africaines. Donc, on se réjouit de l'entendre. Effectivement. Et puis la deuxième chose qu'on voulait vous dire, c'est que vous l'avez peut-être vu ou entendu cette semaine, c'est la semaine du podcaston. Alors, qu'est-ce que c'est le podcaston? Le podcaston, en fait, c'est un événement caritatif mondial qui réunit toute la famille des podcasteurs et l'objectif, en fait, c'est de sensibiliser à d'innombrables causes diverses et variées. C'est des podcasts en anglais et en français issus de 47 pays différents qui y participent. Et puis, Xamcast, nous avons décidé d'ajouter cette petite pierre à l'édifice. Restez connectés, il y aura un épisode spécial podcaston qui sera diffusé durant la semaine. Je ne vous en dis pas plus. C'est un épisode voilà, qui sera un petit peu des sentiers battus, mais je pense qui vous intéressera aussi, les fans de Xamax et puis les fans de foot. T'es curieux, Osvaldo, ça te donne envie d'écouter un peu tout ça? Oui, 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 même si bon, Voilà. je fais Même partie de si, voilà. l'épisode, donc C'est ça. Au moment où on vous le présente, cet épisode est déjà dans la boîte, mais il sortira durant la semaine. Je vous en dis pas plus. Restez connectés, activez les cloches sur Spotify, sur YouTube. Si vous l'avez pas déjà fait, dès qu'il y a du contenu Xamcast, vous êtes prévenus. N'oubliez pas, c'est très important aussi pour le référencement des vidéos. Plus les gens s'abonnent aux notifications, plus on est référencé, donc ça nous donne aussi un petit coup de main, en plus de vous prévenir vous quand on sort du contenu. Et bien Mhm. voilà, on est au terme de cet épisode. Comme d'habitude, on vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute, pour vos diverses réactions. Et puis, merci à toi, Osvaldo. Récupère bien, du coup, durant le reste de la semaine. Bon, ce week-end, ça va être peut-être un tout petit peu plus léger, hein. Il y aura du football à regarder à la télévision avec le foot international, mais il y aura en tout cas pas de match à couvrir pour ce qui est de la Super League ou de la Challenge League. Peut-être tu vas aller couvrir un petit peu du côté des talus vaudois, je sais pas, Alors, mais effectivement, vu que je suis un grand malade, j'ai accepté une échéance vendredi soir du côté de Vevey et une échéance dimanche après-midi du côté de Morges, donc je vais pas chômer. Et puis pour ce qui est des matchs internationaux, il y a une double confrontation pour moi qui suis italien, très très alléchante, qui va rappeler des bons souvenirs en aller-retour de Ligue des Nations, puisqu'il y a ce quart de finale Italie-Allemagne, dont je me réjouis beaucoup de voir un petit peu. Je me réjouis beaucoup de voir l'Italie jouer après les bonnes prémices de reprise qu'elle a données durant l'automne. Donc c'est un beau programme aussi pendant la trêve internationale. mhm. En ce qui concerne Xamax, un match amical qui aura lieu ce jeudi du côté de Lucerne. On ne couvrira pas ce match. C'est compliqué pour nous quand même hein, de couvrir des matchs en semaine là, pendant la journée. Voilà, on le mentionnera peut-être rapidement dans notre prochain épisode. Voilà, merci à tous et puis merci à toi Osvaldo et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.